Sois le bienvenu. Tu n'es peut-être pas au courant, mais notre pays affronte depuis plusieurs semaines l'une des vagues de constipation aiguë les plus redoutables qu'il m'ait été donné d'observer. Si tu tends l'oreille, tu pourras sans doute entendre ce genre de discours. Hier, nous avons recensé 1984 nouveaux cas de constipation dans notre ville. En France, l'augmentation fulgurante du nombre de cas se poursuit. Chaque minute, ce sont 10 de nos concitoyennes et concitoyens qui tentent leur chance sur le trône, et parmi celles et ceux-là, c'est plus d'une ou d'un sur 5 qui s'évanouit suite à l'effort consenti dans sa tentative désespérée. C'est seulement en portant la plume, la tête fièrement levée, que nous pourrons éviter des centaines de milliers de nouvelles victimes. Alors tu vas me dire, il y a de quoi rester stupéfait, il y a de quoi rester baba, comme on dit. Mais si tu n'as pas trop été submergé par l'émotion, eh bien tu auras peut-être remarqué que, dans ce texte, plusieurs quantités mathématiques interviennent. On a le nombre 1984, les fréquences 10 par minute, ou 1 sur 5, et enfin, l'ordre de grandeur centaines de milliers. De mon point de vue, chacune de ces utilisations est discutable. Et justement, je me propose dans cette émission de t'expliquer en quoi ces utilisations peuvent être considérées comme impertinentes, voire malhonnêtes. Le premier point que nous allons développer, c'est la notion de fréquence. Chez le scientifique, il n'y a absolument aucun problème à utiliser des fréquences absolues, à utiliser des grands nombres. Par exemple, on se souvient des astronomes qui avaient pour ambition de mesurer la taille de certaines planètes, ou la distance entre deux planètes. Ce sont des personnes qui sont habituées à manier le grand nombre. D'ailleurs, l'expression est restée dans le langage courant. On parle de quantités astronomiques. Cela dit, pour essayer de faire comprendre quelque chose à quelqu'un, à un public non averti, l'emploi du grand nombre n'est pas très pertinent. Parce que chacun peut aisément se représenter le nombre 10, puisqu'il a 10 doigts. Il peut aussi se représenter les 30 camarades de classe qu'il avait lorsqu'il était à l'école. On peut aussi se représenter les 64 cases d'un échiquier, par exemple. Mais à partir d'un certain moment, je dirais à peu près à partir de 100, ça commence à faire beaucoup. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve chez les enfants, qui quand ils apprennent à compter, sont très fiers de compter de 1 jusqu'à 100, mais rechignent à aller un peu plus loin parce que ça commence à faire un peu trop. La question qu'on se pose donc, c'est comment pourrait-on se ramener à des nombres qui sont plus compréhensibles ? En réalité, c'est une question que se posent même les scientifiques, et qui ont trouvé des ruses pour éviter l'affrontement direct avec le grand nombre. Ils utilisent l'écriture scientifique, par exemple, ou encore ce qu'on appelle une échelle logarithmique. Mais ces notions sont bien trop complexes pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. La notion scientifique, qui elle aussi est passée dans le langage courant, c'est la notion de pourcentage. En effet, on se ramène à une certaine quantité pour 100, et donc ça va généralement être une quantité qui est comprise entre 0 et 100, en tout cas dans le cas qui nous intéresse. Et donc on se ramène en effet, par un pourcentage, à quelque chose de compréhensible. Alors comment pourrait-on faire ici ? Eh bien, on pourrait se ramener à un pourcentage en demandant quel est le nombre d'habitants de la ville, parce que ce n'est pas précisé ici. S'il y a 1984 habitants, alors le phénomène, que dis-je, le fléau, qui vient de s'abattre sur les habitants de la ville, peut être considéré comme extrêmement grave, puisqu'il touche tout le monde. Seulement, si la ville compte 40 millions d'habitants, alors finalement 1984 cas, c'est quelque chose qui peut être considéré comme extrêmement marginal. Donc pour notre orateur, il s'agirait déjà, quand on présente une information à un public, de lui donner des nombres qu'il est capable de comprendre correctement. En l'occurrence, un pourcentage. Le deuxième point que je voudrais développer, c'est la notion d'unité. On va rester sur l'examen de ce nombre-là, 1984, et on va se demander comment il a été obtenu. Si on réfléchit quelques instants, on pourra se dire qu'il est obtenu comme 1, plus 1, plus 1, plus 1, et cela 1984 fois, tout simplement. Mais cette opération mathématique-là, l'addition, pose un certain problème d'unité. Alors pas au sens de la physique, si on entend le mot unité au sens de la physique, on dira que l'unité c'est la personne. D'accord. Mais le problème c'est qu'en faisant ce choix d'unité, on a choisi d'oublier tout le reste. Peut-être qu'on a sommé Jean-Michel, qui ne mange que des graines, Marcel, qui engloutit à chaque repas 3 entrecôtes, qui l'arrose systématiquement d'une quille de rouge, et Mamie Francine, 80 ans, qui elle mange tout à fait normalement, et qui a même trouvé le moyen de commencer le patin à roulettes pendant le confinement. Finalement, Jean-Michel, Marcel, Francine, ce sont 3 personnes. Mais on a tout oublié.
L'addition a fait disparaître le sexe de ces personnes, leur poids, leur âge, leurs habitudes alimentaires, et j'en passe. Il ne reste plus d'eux que le fait que ce sont des personnes. Et voici donc la critique qu'on pourrait faire à l'encontre du chiffre même, que ce soit 1984 en fréquence absolue ou alors en termes de pourcentage. Il faudrait, en plus du nombre, que notre orateur précise les caractéristiques des personnes qui sont atteintes. Pour le troisième point, on va parler de la notion de relativité, et on va abandonner quelques instants le nombre 1984. En effet, il est toujours question, en mathématiques et en physique, de se donner un bon référentiel, de trouver une quantité qui nous permette de relativiser. Alors ici, on a des fréquences, on a des par minute, on a des par groupe de 5, ou encore, si on fait des pourcentages, pour 100 personnes. Mais le problème, c'est que toutes les échelles, toutes les unités ne sont pas forcément pertinentes. Par exemple, si je te dis que Marcel, à la fête foraine, est capable de dégommer 3 ballons par seconde avec sa carabine, eh bien c'est une unité qui est pertinente, puisqu'elle traduit bien ce qu'on cherche à mesurer, l'adresse dont fait preuve Marcel pour accomplir son objectif. Mais là, dans le texte de notre orateur, on parle de constipation par minute. Est-ce que c'est pertinent ? Bien sûr que non, c'est d'une stupidité affligeante. C'est comme si je te disais que Mamie Francine a fait ce matin 2846 tours de pédale. C'est incompréhensible. La manière compréhensible de dire cela, c'est de dire qu'elle a fait un quart d'heure de vélo, qu'elle a acheté une baguette de pain, et qu'elle a refait un quart d'heure de vélo pour rentrer chez elle. Le quart d'heure de vélo, c'est une unité que tout le monde peut comprendre, que tout le monde peut appréhender. Le nombre de constipations par minute dans un pays, ça ne peut avoir aucun écho cohérent chez celui qui entend ces propos-là. Ça peut même lui laisser penser d'autres choses. Mais j'y reviendrai à la fin. On va passer au quatrième point, qui est la notion de probabilité. Pour appréhender ce point-là, je vais à nouveau te poser une question. Que penses-tu d'une phrase telle que « J'ai donc une chance sur 5 de m'évanouir », puisqu'il est question effectivement dans le discours de plus d'une personne sur 5 qui s'évanouit. Les deux phrases que je viens de faire se ressemblent beaucoup, mais sont d'une nature profondément différente. Lorsqu'on parle d'1 sur 5, on parle d'une fréquence relative et ça appartient au domaine des statistiques. C'est quelque chose qui relève de l'observation sur des événements qui sont passés. Au contraire, quand on transforme 1 sur 5 en une chance sur 5, on a le mot chance qui apparaît, et qui suggère l'utilisation ici d'une notion mathématique qu'on appelle probabilité. Cette discipline-là ne s'ancre pas dans le passé comme les statistiques. C'est une discipline qui cherche à avoir une valeur prédictive, à s'appliquer à des événements qui sont futurs. Alors déjà, déduire le futur du passé, ça pose déjà quelques problèmes, mais on va en discuter dans quelques instants. L'erreur que je veux mettre en lumière ici est d'un autre ordre. C'est que, admettons que les statistiques puissent se transcrire en termes de probabilité, et qu'il y ait bien, en effet, une chance sur 5 pour que je sois affligé d'une constipation carabinée. Eh bien cela, ça suggérerait que la constipation frappe les habitants de la ville de manière aléatoire, de manière équiprobable, comme s'ils étaient tirés au hasard. Mais cela, tu peux te douter que c'est probablement pas le cas. Il s'agirait ici pour notre orateur de traiter, encore une fois, des caractéristiques des personnes concernées, plutôt que de suggérer, par omission, que les victimes sont tirées au hasard. On va donc se diriger vers le dernier point, le 5e, qui est la notion de modélisation. Et pour ça, on va se concentrer sur la fin de l'oration, où il était question de centaines de milliers de nouvelles victimes. Alors, ce nombre, à la lumière des concepts qui ont été déjà développés, peut être critiqué. Il s'agirait peut-être de se ramener à un pourcentage, déjà, pour faire cela, et puis aussi d'expliquer quelles sont les caractéristiques des nouvelles victimes potentielles. Mais la différence principale entre centaines de milliers et les autres quantités qui apparaissent, c'est que cette quantité-là ne relève absolument pas des statistiques. C'est une tentative de prédiction. En effet, ce qui s'est passé, probablement, c'est qu'un mathématicien, un physicien ou un charlatan, ça dépend, a examiné le passé, en a extrait des paramètres qui paraissaient être significatifs, a construit des formules mathématiques qui pensaient rendre compte des événements passés, et a supposé que ces formules resteraient vraies dans les événements futurs. C'est ce qu'on pourrait appeler de la divination mathématique. Alors c'est quelque chose qui peut être fait d'une manière tout à fait respectable. Par exemple, certaines divinations se sont transformées en des lois, comme celle par exemple de la gravitation, qui nous permettent de prédire, par exemple, la date de la prochaine éclipse. Mais si, dans le contexte de la prédiction d'une éclipse,
L'utilisation d'un modèle est pertinent, puisqu'il relève de lois qui ont été éprouvées pendant des siècles et qu'on comprend parfaitement, des phénomènes qui sont étudiés depuis des centaines d'années. Ici, dans le cas de notre orateur, c'est de l'enfumage pur et simple. Personne n'a accès à celui qui a fait le modèle mathématique. Il s'agirait donc de faire confiance, ou de croire sur parole celui qui a abouti à ce nombre-là, centaines de milliers. Et faire confiance sans pouvoir vérifier, c'est quelque chose que je ne te recommande absolument pas. Notamment si celui qui parle montre tous les signes d'une potentielle malhonnêteté. Ce qui m'amène à mon dernier point, que j'appelais la seule alternative. En effet, en entendant un tel discours, on se trouve face à essentiellement deux possibilités. La première, c'est que notre orateur est ignorant. Pourtant, les notions que je viens de présenter sont essentiellement des notions qu'on aborde à l'école, au collège et au lycée. Bien qu'elles ne puissent pas être maîtrisées par tout le monde, bien entendu, elles devraient au moins être maîtrisées de quelqu'un qui prétend s'adresser au grand public de manière à lui faire comprendre d'une manière honnête, de la manière la plus juste qu'il soit, une information importante. Cela, on pourrait peut-être le pardonner, et on pourrait aussi transmettre à cet orateur-là cette émission que je suis en train d'enregistrer. Mais s'il ne s'agit pas d'ignorance, alors selon moi, il ne pourrait s'agir que de malhonnêteté, de mensonge. Parce que lorsqu'on utilise des grands nombres, en réalité, c'est souvent pour impressionner, pour laisser l'autre abasourdi. Et ça, on s'en rend compte très tôt, dans la cour de récréation. Les enfants vont dire qu'ils sont capables de faire 5 pompes, 10, 25, 100, 350. C'est à celui qui va dire le nombre le plus grand pour impressionner l'autre. Et ces nombres-là, mis entre des mauvaises mains, entre les mains de quelqu'un qui possède un esprit malin, les nombres peuvent servir à faire croire des choses fausses à ceux qui vont l'écouter, et qui ne sont pas capables de se défendre contre une telle malhonnêteté. Ça peut lui servir à leur faire croire à peu près n'importe quoi. Et là, dans ce cas, je peux te dire que le temps venu, certains auront des comptes à rendre. Je voudrais terminer cette émission avec un petit message à l'adresse de ceux qui pensent que je prends la situation actuelle un peu trop à la légère. À ceux-là, je vais leur raconter une petite histoire. Il y a quelques mois, dans mon village, une petite fille est née. Mais tu vois, sa mère est inquiète. Tu sais, d'ordinaire, quand un enfant en bas âge se balade dans le village, surtout un nouveau-né, les gens s'approchent, demandent son prénom et lui sourient. Et d'ailleurs, s'ils sont chanceux, ils reçoivent un sourire en retour, de la part de cette petite fille. Mais tu vois, là, sa mère est inquiète. Parce que tu vois cet enfant, cette petite fille qui n'a que quelques mois, elle est innocente, elle découvre la vie, elle commence à se retourner, à marcher à 4 pattes. Mais tu vois, sa mère est inquiète. Tu veux savoir pourquoi ? Parce que sa fille ne sourit pas. Tu comprends ? Parce que sa fille ne sourit pas.